Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre capsule vidéo explicative du trouble de la personnalité limite, qu'on appelle aussi TPL ou borderline. Les trois veulent dire exactement la même chose. Je fais un petit partage d'écran afin que vous ayez un visuel de ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, les critères du trouble de la personnalité limite, ils sont ici. Je vais essayer de vous mettre ça un petit peu plus grand pour que vous les voyez bien. J'espère que c'est mieux. Je vous les lis de toute façon. Afin d'avoir un diagnostic de trouble de la personnalité limite, vous avez besoin d'avoir 4 critères ou plus, donc 5 critères sur 9 pour avoir un diagnostic de trouble de la personnalité limite. Si vous en avez moins de 5, ça devient à ce moment-là des traits de la personnalité limite et ça peut être tout aussi souffrant si ces critères-là vous empêchent d'être fonctionnel. C'est exactement la même chose dont vous aurez besoin. Je commence déjà en vous disant qu'il n'y a aucune médication pour le trouble de personnalité limite. C'est vraiment une bonne psychothérapie pour venir reprogrammer le langage au cerveau. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment se développe le trouble de personnalité limite. Je reviens tout de suite aux différents critères. Premier critère, sentiment d'abandon, réel ou imaginaire. Vous avez l'impression que votre conjointe va vous quitter. Est-ce que c'est vrai ou ce l'est pas? Est-ce que c'est juste que la personne est plus occupée présentement? Donc, sentiment d'abandon réel ou imaginaire. Relation interpersonnelle instable. T'es mon meilleur ami, t'es ma meilleure amie, je vois que tu as fait une activité sur les réseaux sociaux, tu ne m'as pas invité, ça y est, t'es la pire personne au monde, je ne peux jamais compter sur toi, tu n'es pas présent dans ma vie, donc je t'aime plus pour un oui ou pour un non. Troisième critère, perturbation de l'identité. Moi-même, dans une même journée, j'alterne entre je suis une bonne personne ou j'arriverai jamais à rien dans la vie. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens qui ont un trouble de personnalité limite et qui ont ce critère-là vont changer souvent d'emploi, vont changer souvent au niveau des études. Quand on ne sait pas qui qu'on est, on devient un peu caméléon des autres. On essaye plein d'affaires pour essayer de savoir ce qu'on aime, mais en fonction de qui on est à ce moment-là, des fois, on aime quelque chose, puis avec un autre entourage, c'est complètement autre chose. Ce que j'aime à dire, c'est que quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui aime le hockey va se mettre à adorer le hockey. Prochaine relation, la personne n'aime pas le hockey. Oups, tout d'un coup, j'aime plus le hockey. Je suis végétarienne, je rencontre quelqu'un qui aime la chasse, je vais me mettre à aimer la viande sauvage. Donc, de vraiment devenir l'ombrage des autres parce qu'on ne sait pas nécessairement qui on est. Impulsivité dans au moins 2 domaines. Sexualité qui peut être, j'aime pas une sexualité différente. On va dire toxicomanie, boulimie, dépenses excessives, la vitesse. Donc, si vous avez 2 critères au niveau de l'impulsivité, ce point-là est un point qui vous ressemble. Comportement suicidaire ou d'automutilation. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce point. Donc, si vous avez des comportements ou idées suicidaires, ce point vous représente. 6, instabilité affective. Je suis super de bonne humeur. J'arrive chez nous, je reçois un appel. Fou, je suis vraiment dans la grande tristesse, dans la grande colère, vraiment au niveau des émotions, de passer d'un extrême à l'autre rapidement pour un petit événement. Sentiment chronique de vide, c'est quand on sent que
souvent, j'entends, ah, j'ai tout pour être heureux ou pour être heureuse. Puis en dedans, là, il y a comme, c'est comme si c'était vide, c'est comme si j'avais besoin qu'il manquait quelque chose. Donc, le sentiment de vide. Ensuite, le numéro 8, colère intense ou inappropriée. J'échappe ma tasse de café et je goroche tout ce qu'il y a sur mon bureau. D'être en colère, ça se peut et ça peut être très sain. De tout briser quand on est en colère, ça devient autre chose. Le critère numéro 9, sentiment de persécution. D'avoir continuellement l'impression que les gens sont contre vous, qui manigance contre vous, qu'ils parlent contre vous, donc un sentiment de persécution. Et il y a aussi la dissociation qui est quand on, on- on est en train de vivre quelque chose, mais c'est comme si on en était détaché. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui était en train de le vivre à notre place. Donc, la dissociation. Pour avoir le trouble de personnalité limite, je le répète, il faut 5 des 9 critères. Si vous en avez moins de 5, ça peut être des traits de personnalité limite. Et personnellement, je crois que tout le monde est un peu borderline en fonction d'une situation difficile. Ça peut être une maladie, une perte d'emploi, une séparation qui vous fragilise un petit peu. Ce qui fait la distinction entre quelqu'un qui est fragilisé suite à un événement et quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, c'est que ça perdure dans le temps. Donc, pour ça, je crois que les critères, c'est clair. Je vous ai mis à côté aussi les MOFAN, qui sont les critères positifs des gens qui ont un trouble de personnalité limite, parce que je trouve ça important de ne pas voir que les côtés sombres de ce trouble. Donc, les gens qui ont un trouble de personnalité limite, et c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est l'Association d'aide aux personnes souffrant d'un trouble de la personnalité à l'état limite, qui a fait une étude sur les gens qui avaient un trouble de personnalité limite et qui ont déterminé à travers leurs études que les gens qui ont un trouble de personnalité limite, c'est des gens qui sont altruistes, qui ont une intelligence émotionnelle, qui sont doués d'une hypersensibilité. C'est des êtres passionnés, authentiques, spontanés, remplis de compassion, avec une belle force de caractère, une grande ouverture d'esprit, un sens de la droiture, sens moral et de la justice. C'est des gens empathiques, créatifs et curieux. Moi, je trouve ça merveilleux qu'on ait toutes ces belles qualités-là, d'où l'importance de focusser sur nos critères positifs du trouble de personnalité limite plutôt que uniquement sur les critères plutôt négatifs. On ne peut pas à la fois être dans l'ombre et la lumière. Donc, et ce que j'aime à dire aussi, c'est que le trouble de la personnalité limite, ça ne nous définit pas comme personne. C'est une partie de notre personnalité qui, des fois, a une fragilité. Moi, je connais des gens dans la vie qui sont colériques. Ils n'ont pas de trouble en santé mentale. Dans leurs traits de personnalité, c'est des gens colériques. Nous, dans nos traits de personnalité, on a ce trouble au niveau de notre personnalité, qui des fois, on est plus intense. Est-ce que c'est 24 heures sur 24? Ben non, pas habituellement. C'est souvent déclenché suite à une situation, un événement. Donc, je vais vous répéter ça ici pour que ce soit plus centré. Et voilà. Les différents critères du trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité se sépare en 3 groupes distincts. Donc, le groupe A, où il y a les gens qui, le type paranoïaque, schizoïde et schizotypique, si je ne me trompe pas, c'est pas très clair et c'est pas celui dans lequel j'ai le plus de connaissances. Celui qui m'interpelle le plus pour moi et dont j'ai le plus de connaissances dû à toutes les recherches que j'ai faites dessus et le fait que je vis avec ce trouble, c'est le trouble de personnalité limite qui est dans les critères, qui est dans le groupe B. Donc, quand on parle du trouble de personnalité limite, il fait partie de l'ensemble des troubles de personnalité. Et dans le groupe B,
où se situent aussi les troubles histrioniques, antisociaux et narcissiques. Il y a aussi les troubles de la personnalité limite du groupe C, qui sont les troubles évitants, dépendants et obsessionnels compulsifs. Vous comprendrez que quand on a un trouble en santé mentale, tout comme en santé physique, on peut en avoir plusieurs. Fait que ça se peut que vous ayez un trouble de la personnalité limite et que vous ayez aussi un trouble antisocial ou évitant ou dépendant ou obsessionnel compulsif et ou, parce que vous pouvez en avoir un, deux, trois et plusieurs. Donc, et voilà pour celui-là. Je vais vous emmener un petit peu plus loin. On y arrive. L'origine du trouble de la personnalité limite. Chaque personne présente une combinaison de facteurs de risque uniques. Donc, il n'y a pas une façon pour tout le monde qui a développé le trouble de personnalité limite. Mais il y a 3 critères qui sont très distincts. Si on ouvrait le cerveau, on serait en mesure de voir à quel pourcentage un a plus développé que l'autre, mais ce n'est pas ce qu'on va faire, inquiétez-vous pas. Donc, il y a une partie qui est héréditaire. Donc, ce qui veut dire que dans nos gènes, nos parents, la famille proche, il y a des gens qui ont des fragilités. Est-ce qu'ils ont exactement le trouble de personnalité limite? Possiblement pas. Ça peut être un trouble dépressif, ça peut être un trouble anxieux, ça peut être la bipolarité, ça peut être qu'il y a une fragilité au niveau génétique. Ensuite, au niveau de notre ADN. Si vous êtes plusieurs enfants dans votre famille ou vous avez plusieurs enfants, vous êtes en mesure de voir que même si vos enfants viennent des mêmes parents ou même si vous avez les mêmes parents et que vous avez des frères et sœurs, qu'il n'y a jamais 2 enfants de pareil, que notre tempérament est différent. Pour vous donner mon exemple, chez nous, on est 2 enfants. J'ai une sœur qui est 2 ans plus vieille que moi. On a les mêmes parents. Donc, on a la même hérédité, mais au niveau de notre tempérament, de notre ADN propre, ma sœur, déjà petite, c'était quelqu'un qui était très sécure, très éveillé, très actif. Et moi, j'étais plutôt introvertie, insécure, hypersensible. Donc, déjà, à la naissance, il y avait cette distinction entre nous deux. Ce qui fait que même si on a la même hérédité et qu'on a vécu les mêmes événements dans notre petite enfance, bien moi, j'ai développé un trouble de personnalité limite que ma sœur n'a pas développé. Donc, c'est important de comprendre la distinction. Ce n'est pas à cause de vos parents que vous développez un trouble de personnalité limite. Il y a une multitude de facteurs qui viennent déclencher ou pas tout ça. Souvent, les gens me disent, oui, mais tu sais, moi, je n'ai pas vécu de gros traumatisme. OK, parfait. Ça peut être aussi banal qu'une séparation, que vos parents se soient séparés, que vous vous ayez senti abandonné, qu'à l'école, vous avez peut-être été intimidé. Ça peut être différents petits facteurs sans que ça soit quelque chose de vraiment dramatique, mais des fois, quand on est enfant, on voit les choses beaucoup plus grandes que nature et avec le trouble de la personnalité limite, c'est comme si on avait gardé cette perception d'enfant du fait qu'on voit encore beaucoup tout trop grand dans l'intensité. Ce que je vous disais tantôt au niveau du trouble de personnalité limite et comparativement aux maladies physiques, c'est que c'était exactement la même chose. Donc, je peux avoir un diabète et faire me briser une jambe ou, je ne sais pas, avoir un cancer ou avoir différentes maladies physiques. Au niveau des troubles en santé mentale, c'est exactement la même chose. Mais je peux avoir un trouble de la personnalité limite, qui est le trouble qu'on parle aujourd'hui ici, et aussi avoir un trouble bipolaire. Souvent, les gens ont de la difficulté à faire la distinction entre les deux. Je vous ai nommé déjà à la base que le trouble de personnalité limite, il n'y avait pas de médication pour ça, contrairement au trouble bipolaire. La distinction, c'est beaucoup que le trouble de personnalité limite, les changements vont opérer rapidement dans la même journée, voire dans la même heure.
Tandis que la bipolarité, il y a des phases manies qui sont très, très hautes et qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'avoir des phases plus dépressives ou plus down pendant des semaines, voire des mois ici aussi. Donc, il y a une médication qui vient régulariser tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un trouble de la personnalité limite et une bipolarité? Oui, exactement. On peut avoir les deux. On peut aussi avoir un TDA ou TDAH et développer un trouble de personnalité limite. Il y a des recherches qui prouvent présentement qu'environ 50% des gens qui ont un TDAH vont développer un trouble de personnalité limite à l'adolescence. Donc, c'est important de connaître les différents critères pour voir que, ah, OK, bien, mon jeune est bien médicamenté pour son TDA et il est peut-être pas en crise d'adolescence, il y a peut-être autre chose qui est en train de se développer. Donc, si on le prend rapidement et qu'on vient reprogrammer cette mauvaise programmation, bien, c'est possible de rapidement bien aller. Ensuite, bien, il y a les troubles anxieux. Ça se peut-tu que quand je suis dans mes distorsions, je suis dans mes histoires, puis que je me sens pas bien, que ça développe de l'anxiété? Il y a des fortes chances. Ça se peut-tu que ça m'empêche de dormir aussi? Bien, il y a des fortes chances. Ça se peut-tu que ça crée des dépendances? Quand le sentiment de vide est là, que j'ai tendance à manger, que quand la grande tristesse est là, j'ai tendance à boire ou à consommer pour m'automédicamenter, à faire des dépenses excessives parce que je veux remplir ce mal-être-là. Et que tout ça, c'est vraiment épuisant, donc que je fasse des dépressions. Donc, c'est des troubles qui peuvent être associés aux troubles de personnalité limite. Ce que j'aime beaucoup à dire, c'est que quand on a les outils pour le trouble de personnalité limite, bien, c'est comme un collier de perles. Et en réglant un, bien, toutes les autres vont automatiquement s'amenuiser ou disparaître complètement. Si je gère bien mon trouble de personnalité limite, bien, j'ai plus d'anxiété. J'ai moins de difficultés à dormir ou j'en ai plus du tout. Je n'ai pas de dépendance parce que ça va super bien. Et bien, je ne fais plus de dépression à répétition parce que j'ai plus cette fatigue émotionnelle du fait que je réussis à bien gérer mes émotions. Ensuite, la régulation émotionnelle chez les patients qui ont un TPL. J'aime beaucoup cette image qui démontre que bien, on voit la ligne jaune qui sont des gens sujet contrôle sain. Je trouve ça très drôle comme façon de le démontrer, qui sont les gens qui n'ont pas de trouble de personnalité limite, on va le dire comme ça, qui vivent une situation. Donc, l'émotion va monter un petit peu après 5-10 minutes et ça va redescendre rapidement. Quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, qui va vivre la même situation. Ça va monter de façon très, très, très intense dans les 5 à 10 premières minutes. Ça va redescendre tranquillement, mais ça va prendre pratiquement 1 heure avant que ça redescende et pas tout à fait entièrement. Donc, quand on dit à quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, qui exagère, que c'est dans la démesure, bien, il n'exagère pas. En dedans, là, c'est gros comme ça qu'il voit ça. C'est là où ça devient important d'avoir des bons outils pour être en mesure de venir tempérer tout ça et de le voir avec nos yeux d'adultes plutôt qu'avec nos yeux d'enfants. Ici, je vous ai mis le trouble de la personnalité limite, hypersensibilité interpersonnelle. L'hypersensibilité interpersonnelle se manifeste généralement par des craintes d'être abandonné, par une forte sensibilité aux signes de rejet et par une difficulté à tolérer la solitude. Ceci conduit paradoxalement à ressentir à la fois un intense besoin des autres et un besoin tout aussi intense de se protéger. Si ce phénomène est le plus souvent associé au diagnostic du trouble de personnalité borderline, il peut aussi se rencontrer dans d'autres contextes comme les post-traumatiques, par exemple, ou dans l'anxiété sociale. On fait un petit tour
rapide de cette diapo. Je me sens connectée avec une personne. C'est mon pote, je l'aime, j'ai tendance à l'idéaliser, je me sens dépendant, j'ai peur d'être rejetée. Ça crée un stress interpersonnel. Je perçois de l'hostilité, je suis critiquée, je dois me séparer. C'est un ou l'autre. On est dans nos distorsions. Je me sens menacée. Donc, je suis angoissée ou en colère, je me dévalorise, je me fais du mal, je cherche de l'aide. D'un côté, la personne m'aide en s'investissant davantage et en volant à mon secours. De l'autre côté, la personne renonce à être présente physiquement, à me soutenir émotionnellement. Ensuite, je me sens seule et je me déconnecte de moi-même. Il y a une dissociation qui se fait. Je fais de la paranoïa, je deviens impulsif. J'aide les autres à me rejeter. Ça, on est bien bon pour ça. On va créer ce qu'on n'a pas envie qu'il se passe dans notre vie. Ce qui peut arriver, je suis incapable de me débrouiller seule. Donc, je me sens désespérée. J'ai plus envie de rien. Je ne crois plus en rien. J'ai des idées noires et ou suicidaires. Je peux aller soit aux urgences, on me retient en vie, à l'aide de la psychiatrie, de l'hôpital, psychothérapeute, secours d'urgence, entourage. Donc, c'est souvent un rentre dans l'autre, un rentre dans l'autre. C'est au niveau des troubles relationnels et comme on est toujours en relation, on est bien souvent confronté à tout ça. Les indices repérés pour l'entourage et les proches, je me suis fait un petit parce que je trouve qu'on ne voit pas très, très, très clairement l'entourage plaintif, crise répétée, échec thérapeutique. C'est souvent les indices qu'on doit garder un peu, d'être à l'écoute de ça. Facteur de stress subi dans la petite enfance, abus sexuels, violence physique, dévalorisation, les pertes, décès, abandon, instabilité familiale. Ce que ça fait, c'est que ça vient développer que les autres ne sont pas fiables, mais que je ne peux pas non plus me débrouiller toute seule. Au niveau des émotions, ce que ça vient nous démontrer, c'est qu'ils deviennent forts puis souvent incontrôlables. Il y a la peur, l'anxiété, la panique, la colère, l'irritabilité, la frustration, la tristesse, le découragement, le désespoir, la culpabilité, le sentiment de vide. Ça nous amène à des pensées dysfonctionnelles ou à des comportements impulsifs, bien souvent. Ce qui va nous revenir, c'est j'arrive pas à me gérer, ça crée des troubles anxieux, des troubles paniques. Ensuite, je peux pas faire confiance. On finit toujours par me trahir. J'irai jamais mieux. Les gens veulent m'enfoncer. Ça crée de l'instabilité. Il faut que ça s'arrête. Je suis vraiment, vraiment plus capable. Là, les gens embarquent au niveau des comportements. Ceux qui travaillent là-dedans, ceux qui veulent m'aider, c'est tous des nuls, ils ne comprennent pas. Je vais me suicider. Mieux vaut être mal accompagné que d'être seul. Les comportements, c'est de l'automutilation, l'intoxication, l'opposition, l'accusation, les bagarres, difficultés relationnelles, la manipulation, des troubles de contrôle au niveau des impulsions, des substances, d'aller dans une distorsion. Et tout ça, là, ce qui est merveilleux, c'est un coup qu'on arrive à se comprendre, qu'on sait qui qu'on est dans notre nature profonde. C'est quoi nos patterns? C'est quoi nos distorsions? Bien, à mesure qu'on en prend conscience, c'est possible de venir les confronter pour les modifier. Ce que j'aime beaucoup à dire, c'est que le cerveau, il est malléable. Donc, c'est possible de venir le renormaliser.
c'est possible de venir modifier ses fonctions. C'est un peu comme l'entraînement mental, c'est comme l'entraînement physique. Donc, si vous allez en psychothérapie une fois par semaine, puis que vous ne mettez rien en application dans votre quotidien, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir perdu votre temps. Si vous allez en psychothérapie une fois par semaine, puis qu'à tous les jours, vous mettez en application les stratégies, les outils qu'on va vous offrir. Après une couple de semaines, vous allez voir des changements. Après une couple de mois, vous allez super bien aller. Si vous arrêtez de faire ce qui vous fait du bien, vous allez retomber dans vos vieux patterns. Exactement comme un plan alimentaire, comme un entraînement physique. Si je suis un plan alimentaire une fois par semaine, ça ne donne rien, je perds mon temps. Si je suis un plan alimentaire à tous les jours, que je mange bien, je bois beaucoup d'eau, après une couple de semaines, je vois des beaux résultats. Après une couple de mois, j'ai vraiment atteint mon poids idéal. Si j'arrête de faire ça, je retourne à mon point de départ ou même pire. L'entraînement mental, c'est pareil. À partir du moment où vous comprenez votre mode de fonctionnement, que vous venez le modifier, c'est important de préserver vos acquis pour que ça perdure dans le temps. Donc, c'était notre petite capsule explicative sur le trouble de personnalité limite. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller sur ma page joannelavoie.ca et je me ferai un plaisir de vous accompagner vers un plus grand mieux-être. Merci beaucoup.